Et donc, autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, chef économiste BDO. Jérôme Dédéian. Salut Jérôme, fondateur, entre autres, de RS Group. Non, mais RS, mais c'est mon partenaire patrimoine. Je ne savais plus dans quel sens il fallait le mettre. Et Nicolas Dueb. Salut Nicolas. Président fondateur d'Alchimie. Je vais juste ouvrir la parenthèse tout de suite, comme ça, je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus. J'ai été scandalisé par les propos d'Emmanuel Macron hier, accusant en fait Jean-Bernard Lévy de conduite inacceptable et en gros irresponsable ouais. Et lui faisant porter la responsabilité de ce qu'il faut bien appeler notre désastre nucléaire. J'ai été ça m'a scandalisé. Je vais vous laisser juste un truc parce que donc c'est 450 000 € par an de diriger EDF. Tout ça, donc, pour, à la fin, se faire traîner dans la boue par le président de la République. Bon, on a la présidente de la RATP qui a démissionné pour aller s'occuper de ses parents. On en reparlera d'ailleurs demain, etc. Enfin, voilà. À un moment, il y a aussi peut-être des questions à se poser sur qui va aller diriger ces entreprises. Enfin, EDF, c'est quand même un truc de dingue, quoi, à diriger. Le risque nucléaire, c'est un truc de dingue à assumer. Enfin, voilà. Nicolas, visiblement, ça t'a touché aussi. Moi, ça m'a vraiment choqué. En fait, le mot irresponsable m'a choqué. D'abord, en fait, Jean-Bernard Lévy, je ne le connais pas personnellement, mais c'est quand même un grand commis de l'État. Il a toujours été engagé dans ses boîtes. Et puis, quand on gère une boîte comme EDF, dont l'actionnaire est l'État, et qu'on est extrêmement attentif ou soucieux de son actionnaire, comme l'a toujours été Jean-Bernard Lévy, comme il a été chez Vivendi précédemment, on sait très bien qui décide. Et en l'occurrence, au début du premier mandat, enfin Macron décidait tout et tout décidé. Donc Fessenheim, c'est lui qui l'a décidé. On le sait qu'il l'a décidé. D'ailleurs, Elisabeth Borne était très fière de venir sur les plateaux télé pour expliquer qu'ils tenaient le programme, qu'ils tenaient leurs engagements, qu'ils allaient réduire à 50% la part du nucléaire dans le parc électrique. Donc ils l'ont assumé fièrement à ce moment-là, même si ça avait été décidé avant. Mais là, de venir, alors qu'on aimerait juste quand même à un moment donné une sorte de mea culpa sur le manque de vision, le bidouillage électoral qu'il a mené, ce qui aurait été d'ailleurs plutôt à son actif, mais fait ça faire cette sortie humiliante. Mais on n'oserait pas la faire avec le pire des stagiaires dans nos boîtes, quoi. Pour quelqu'un de ce niveau-là. Alors que tout est écrit, la loi dit encore qu'on va fermer 12 réacteurs, tout est écrit. Je trouve que c'est complètement aux antipodes sur le fond et puis surtout détestable sur la forme. Et moi, ça me laisse un peu pantois. Alors, j'avais pas vu encore le côté de qui on va attirer pour pouvoir faire ces jobs-là, mais c'est vrai, c'est un bon point parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus que des gens qui vont être pas au niveau. Et là, Jean-Bernard Lévy, c'est quand même du XXL, quoi. Et puis, je ne sais pas, chef d'entreprise, en termes de risque à porter, le nucléaire, je sais que tu n'as pas au-dessus, quoi. Voilà. Non, tu n'as pas au-dessus. Et puis le champ de contrainte est considérable. Parce que tu vis quotidiennement, c'est une seringue. Faut être vraiment très très fort avec les épaules hyper larges pour être capable d'avaler ça. Moi, j'attends pas de mea culpa parce que tu sais ce que disait Sarkozy. Il disait n'avoue jamais si tu as fait une bêtise en politique. C'est Bernard Tapie qui disait ça. Je suis Sarkozy, il a fait son compte. On peut dire, ça va. Enfin, en tout cas, n'avoue jamais est-ce que tu as fait une bêtise, mais au moins profil bas. Au moins profil bas, parce que programmation pareille avec l'État dans le capital, on sait très bien que on a beaucoup reproché à EDF de ne pas avoir provisionné le coût du démantèlement avec le dividende que l'État lui demande, même quand ça perd de l'argent, quand ça perdait de l'argent, on sait bien que ce jeu de contraintes, c'est vraiment l'État qui décide depuis le début. On demande à l'État d'avoir une vision long terme. Là, il y a défaut manifeste de cette vision long terme quand on regarde la situation énergétique dans laquelle on se trouve. Donc on attend au moins le profil bas et puis travailler sur ce qu'on peut sauver plutôt que essayer de se refaire la fraise en tapant sur un dirigeant qui finalement, dont le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il a endossé les décisions de l'État avec lesquelles il n'était pas forcément d'accord, il est resté en poste, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est une question, effectivement. C'est une question. Anne-Sophie. Je serai la nuance, comme toujours. Vas-y, Anne-Sophie. Non, c'est vrai que, mais on le voit, tout le champ lexical de rentrée, c'est très trouver toujours un coupable pour expliquer la situation conjoncturelle quand même très dure sur l'énergie. Donc, d'un côté, c'est les super profits. Là, ensuite, en effet, c'est sur des personnes spécifiques, toujours dans le secteur. À mon sens, ça va continuer parce qu'on est quand même sur des postulats purement politiques, en termes de langage.
gage. Donc voilà, à mon sens, il ne faut pas le voir comme une attaque vraiment sur la personne, mais plus parce qu'on est dans une posture politique, et après tout le champ lexical de la fin de l'abondance, de la fin de la récréation, que ça va être difficile, qu'il va vouloir faire des efforts. Il faut essayer de dire, voilà, il y a plusieurs acteurs qui sont responsables de ça. On n'est pas les seuls, et donc, en effet, on distribue les points, et chaque semaine, il y a une nouvelle personne. Après, le problème, c'est que sur le fond, ça ne règle pas. Donc c'est ça toujours qui est un petit peu dommage. C'est un peu contradictoire, Anne-Sophie, si je peux me permettre. Tu peux pas d'un côté, et effectivement c'est intéressant, hein, parler fin de l'abondance, etc., la grande bascule, je crois que c'est ça qu'il dit, hein, la grande bascule, et d'un autre côté désigner un gars. Non mais là il désigne, comme on le voit depuis la rentrée, il n'y a pas que lui qui est désigné. On a les énergéticiens, on a le fait qu'il n'y a pas eu d'anticipation alors qu'on a parlé d'une planification et qu'il n'y en a pas. On parle de l'industrie qui devait faire une conversion et voilà, on attend que ce soit plus rapide. Donc, on voit que la situation est compliquée parce qu'on s'est dit, voilà, pour la transition, on aura plus de temps et entre guillemets, on aura encore une bonne année, c'est l'année prochaine que ça va jouer. Et on voit que c'est beaucoup plus difficile, avec en plus des risques, on l'a vu cet été, qui sont beaucoup plus importants. Donc là, en effet, je ne vais pas dire que la maison brûle, mais c'est un petit peu ça. Et donc, on déploie tout un champ lexical en disant, voilà, qui est la victime, qui est le coupable. Et dans le fond, le problème, c'est qu'on ne règle pas les Ah, ça c'est clair, ça c'est clair, on ne règle personne en trouvant un bouc émissaire, ça c'est évident. Et c'est toujours là, c'est la chasse au bouc émissaire. Je suis d'accord avec Anne-Sophie, au lieu de dépenser 80% de l'énergie de com à trouver des responsables et 20% sur mettez le chauffage à 19, on aurait mieux fait de consacrer 100% à la chasse au gaspillage. Mais ça, au moins, ça aurait été on en parlait utile. au printemps dernier. Oui. On en parlait au printemps dernier. On sent les gens, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous dire? Des lois ont été votées, donc il n'y a pas besoin de ravoir des débats, de ravoir des choses. Il y a déjà des lois qui ont été votées. On voit les autres pays européens le font. Au niveau de la température, au niveau du fait d'éteindre les enseignes. Enfin, il y a des choses tout à fait concrètes. Attends. Qu'est-ce qui provoque cette colère-là du chef de l'État? C'est que Jean-Bernard Lévy a eu l'outrecuidance de lui rappeler que la loi votée, la loi en vigueur prévoit toujours de fermer 12 centrales nucléaires. Là, c'est vrai qu'on est dans une séquence. Jean-Bernard Lévy intervient à l'AREF, au MEDEF, devant la ministre Pannier-Runacher, et explique de façon factuelle comment, quand on gère une boîte... Exactement. L'actionnaire a demandé de fermer. Donc à ce moment-là, bien évidemment, vous ne faites pas des plans de recrutement et des plans de formation pour pouvoir avoir des soudeurs, etc. Exactement. Puis là, du jour au lendemain, on dit maintenant, il faudrait. Vous ne nous avez pas dit que. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans une logique économique, on est dans une logique politique où on a là une difficulté parce qu'on voit que, et à mon sens, même avec une politique monétaire moins accommodante, l'inflation va durer d'une manière structurellement haute, hein, et si ce n'est pas le pétrole qui baisse, ce sera l'électricité qui va le rester, et donc on est dans cette situation, et politiquement, cette situation, il faut la vendre. Donc ça, c'est excessivement compliqué parce qu'on sait que malgré toutes les aides, on ne pourra pas voter des paquets de 20 milliards tous les 3 mois, eh bien il va y avoir des difficultés et des vrais impacts dans les comportements. Il a quand même été très marqué par la crise des Gilets jaunes, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc bien évidemment que ça va continuer et que dans 2-3 semaines, il y aura un nouvel acteur qui sera, à mon sens, sur au pilori. Donc voilà, c'est ça. Tout le monde tous aux abris, quoi, les gars. Et je surveillais parce que l'autre jour, j'ai fait le pari sur un plateau que le paquet d'aides qu'on a prolongé jusqu'en décembre, durerait en 2023. Ouais. Et ça y est. Oui, bon là, c'était pas une... Oui, on y est, les arbitrages sont en cours, ils sont en train de rendre les arbitrages pour savoir comment ils prolongent en 2023. Comment ils prolongent dans Ouest France hier. En 2000... Oh, si c'était dans Ouest France, alors. Ah, mon vieux, si c'était dans Ouest France, tu vois, là, on s'incline. Mais on fera les comptes publics. Après, restons sur l'électricité. Donc, on a cet accord, enfin, ce dispositif d'entraide franco-allemand. Donc on est au bout de l'absurde. Non mais on est au bout de l'absurde. Donc on leur file du gaz si jamais. Donc eux, c'est les paraplégiques se donnent la main, quoi. Enfin attends, je veux juste expliquer très très vite. Donc les Allemands sont on l'a beaucoup dit, imprévisibilité totale sur le gaz. Ils n'ont pas de terminal méthanier pour aujourd'hui prendre du gaz naturel liquéfié. Donc les Français, eux, en ont. Et puis Total est en train en plus d'en construire un flottant au large du Havre. Donc on leur file du gaz. Et en échange, comme nous, on est un peu mal avec notre appareil électrique, on va avoir les belles centrales à charbon allemandes qui, si jamais on a un peu de tension électrique, nous donneront de l'électricité. Ouais. Mon Dieu. Ce que je remarque quand même, surtout sur l'économie et les finances publiques, pendant des années, on a vraiment loué le modèle allemand. Et là, il faut quand même... Là, il lâche 63 milliards. Il lâche 63 milliards, mais surtout la crise énergétique, une grande partie, c'est dû à la politique allemande de 20 ans qu'on paie concrètement. Donc c'est vrai que mais qui n'a rien à voir avec les déficits publics, pour le coup, Anne-Sophie. C'est des choix... Si, ça a à voir avec les déficits publics. Le fait que l'Allemagne ait voulu et préféré se désendetter plutôt que d'investir dans le 5G, dans l'investissement et dans la transition écologique, comme il l'avait dit, ça a à voir tout le temps. Donc on ne peut pas
pas, et en effet beaucoup de plateaux, dire voilà la doxa allemande des finances publiques parfaites, ce qui est vrai, et de dire que l'impact, ça a été un sous-investissement structurel, notamment dans la politique énergétique, qu'aujourd'hui tout le monde paie. Donc ça, il faut être quand même très clair là-dessus. Si. Oui. Non, et pour être d'ailleurs très précis, et pour être très précis, le problème qu'ils ont au pugilat par rapport à ça. Absolument. C'est pas que dans l'énergie, c'est également dans le numérique. Mais dans l'énergie, on aura la crise numérique après. Dans l'énergie, et pour être très précis, il y a eu un plan éolien massif. Mais sur les côtes du nord de l'Allemagne, le problème c'est que la Bavière est la terre industrielle au sud, et donc c'est sur les réseaux en fait qu'il y a eu un sous-investissement qui leur pose aujourd'hui problème. Le terme de diversification, c'est ce qu'ont fait les autres pays. L'Allemagne aurait pu se diversifier et ne pas rester excessivement proche de son ami russe en étant une dépendance totale. Certes. Ça a été un choix politique, ça n'a pas du tout été un choix économique, et les autres pays n'ont pas forcément fait ça. Donc ça, il faut aussi le reconnaître à un moment. Il y a deux façons de voir le truc. Soit tu dis c'est vraiment insupportable, c'est encore à l'échelle européenne cette fois-ci l'absence de capacité de pensée long terme de nos dirigeants. Soit tu te dis c'est un exemple flagrant qu'on peut trouver un deal franco-allemand structurant tu as raison. qui risque d'irriguer l'Europe en face d'une situation de crise. Et donc je préfère le voir comme ça. Parce que je suis un incorrigible optimiste et que je me dis qu'avec un peu de chance, on va réussir à passer l'hiver et qu'après, on va relancer un plan d'infrastructure européen qui va peut-être nous foutre dans la merde sur les émissions de CO2 pendant des années parce qu'il va falloir démarrer des centrales à charbon un peu partout pour tenir le coup, mais qui nous donnera peut-être un mix énergétique européen convenable avec des interconnexions meilleures. On sait que les interconnexions franco-allemandes entre les réseaux d'électricité sont les meilleures d'Europe. On est par exemple très peu ou mal interconnecté avec l'Italie. Il va peut-être y avoir enfin l'idée que c'est à la fois de la production et de la distribution, et que sur cette distribution, si on s'interconnecte, on a une petite Nicolas, chance. je donne la parole, mais Anne-Sophie n'est pas d'accord. Vas-y, Anne-Sophie. Et donc de stabiliser les prix pour les consommateurs, entreprises et particuliers, ce qui est quand même l'objectif à terme. Ça, ce serait quand même dans le meilleur des mondes. Mais là, ce qui est très intéressant dans la situation, c'est de voir justement les choix des pays. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'Allemagne, c'est qu'en effet, là, on joue collectif parce qu'on est en difficulté. Sur l'armement, ça m'étonne que personne n'en parle, mais où, par rapport à l'armement, l'Allemagne va se fournir? Est-ce que c'est en Europe ou c'est par rapport à la France, qui est quand même son voisin, et nous, on est quand même bon dans ce secteur-là? Non. Est-ce qu'il y aurait un autre pays comme les États-Unis ou la Chine qui ne ferait pas et qui ne jouerait pas le jeu de ses voisins pour justement être fort par rapport aux autres blocs? On est les seuls à ne pas le faire. C'est-à-dire que quand il y a une crise, on est amis, et dès que c'est fini, hop, tout seul, on va voir qui de droit pour essayer de faire nos commerces et faire nos traités. Alors que les autres ne le font pas. Et ça, c'est le gros problème, parce que la crise énergétique qu'on a actuellement, c'est parce que justement, on a eu cette politique pendant 20 ans. Anne-Sophie, d'accord, sauf que les investissements en jeu sur des infrastructures lourdes comme celle-là, où on a de toute façon besoin du public et du privé. Il n'y a pas un opérateur privé qui va mettre tout le pognon avec tous les risques de marché, quand en plus tu sais que le régulateur peut venir foutre le bordel dans ton calcul économique initial. Et donc, dans des plans d'infrastructure comme ça, il y a une petite chance pour que de cette crise sorte quelque chose de plus stable. Voilà, c'est ma façon d'être un incorrigible optimiste sur ces sujets, même si évidemment, comme tout le monde, je me dis à quoi servent-ils les politiciens s'ils raisonnent à 48 heures alors qu'on leur demande de raisonner à 48 ans, quoi. Nicolas. Là, on a un débat qui est dans un cadre, qui est le cadre de la guerre. Et moi, si tu m'autorises, j'aimerais bien quand même poser la question de jusqu'où faut-il que ça soit notre guerre? Parce qu'à un moment donné, quel est notre intérêt? Quand Poutine envahit l'Ukraine, c'est un fait. Poutine est sûrement un dictateur, c'est aussi un fait. Maintenant, on va se fournir en gaz au Qatar ou en Arabie Saoudite, qui, d'après moi, ne sont pas forcément des modèles. L'Arabie Saoudite, pas en pétrole aussi, et des modèles de démocratie et d'épanouissement pour les femmes. On se retrouve à acheter du gaz aux Chinois qui sont fournis en Russie, qui sont dans une décélération, donc on leur rachète. Tu veux en venir où, Nicolas ? À un moment donné, quel est notre intérêt aussi de poursuivre et d'attiser la guerre? À un moment donné, recherchons aussi la paix et essayons d'arriver à se mettre, parce qu'on est dans une posture extrêmement arrogante, alors qu'on n'a pas les moyens de se battre. Que les Américains le fassent avec l'OTAN, j'entends bien. De toute façon, ils sont indépendants énergétiquement parlant, complètement. Donc, ils n'ont aucun impact. Mais nous, on ne l'est pas du tout. Donc, on est en train d'agresser le plus fort de la cour. Comment ça, d'agresser? Enfin, on n'agresse personne. Là, juste on dit, on va essayer de faire en sorte de pas trop, de limiter les finances qu'on peut apporter à sa machine de destruction massive. On met de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu. On y envoie des armes, on continue à mettre une rhétorique qui est quand même qui est sur la guerre. Et je ne vois pas rien faire. Comment? Il faudrait rien faire. À un moment donné, on peut trouver aussi des solutions diplomatiques. Mais il n'y a pas on est obligé, on ne peut pas de toute façon être ami avec tous les dictateurs de la Terre, mais on ne peut pas non plus faire la guerre à tous les dictateurs de la Terre. Mais c'est pas nous qui avons fait la guerre, c'est lui. Mais celui-là, il est là. Mais oui, mais pour le moment, on l'entretient.
On l'entretient, on résiste quoi. Enfin... Mais on n'a pas on fait des mesures de rétorsion qui n'ont aucun impact. Tu rigoles. Et qui, non, tu rigoles. On est à 9%. Ah non, alors ça c'est un truc. D'ailleurs, on fera une émission là-dessus. Mais enfin, mais la Russie va finir à genoux. Mais totalement à genoux. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a plus un avion qui décollera. Il n'y a plus un missile qui pourra partir parce qu'ils n'auront plus une seule puce à mettre dedans. Ah non, faut pas rigoler sur les sanctions. Ce discours à la noix là, en disant les sanctions en fait renforcent. J'ai vu, Dieu sait que j'ai de l'admiration pour François Langlais. François Langlais dire ça, mais c'est pas possible. François, qu'est-ce qui t'a pris ? Mais bien sûr que non. Simplement. Comme pour le Brexit, c'est pas un infarctus, c'est un cancer. Exactement. C'est un cancer. Voilà, et ça va nous faire mourir. Et ça va pas nous faire mourir, ça va nous renforcer. On va sortir plus fort de cette histoire. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Pour le moment, la phase de transition dans laquelle on est, avec nos entreprises, toutes les tensions sociales qu'on va avoir, c'est une bombe à retardement. Donc pour le moment, on distribue de l'argent à droite à gauche, mais je ne vois pas comment tu peux sortir serein de tout ça en quelques mois. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Nicolas, je vais prendre un exemple business. Ouais. Dans ton secteur, tu as un gars, là, l'un des gros acteurs du secteur, qui ruine un de tes concurrents. Bam, comme ça, il le lamine, hop, etc. Et tout. Puis après, il se tourne vers toi. Pour me laminer à mon tour. Alors, tu vas lui tendre la main ? Tu vas lui faire confiance ? Non, je ne vais pas lui tendre la main. Tu vas te dire que tu peux mettre ton sort, parce que c'est ça que tu nous dis, entre les mains de ce gars-là, en se disant, peut-être que nous, il ne nous touchera pas, peut-être qu'avec nous, ça va bien se passer. Mais non, à un moment, tu dois dire stop. Et puis derrière, mais si tu as le pouvoir de dire ça, pour le moment, on va souffrir, voilà. On le démontre. Rien n'est démontré qu'on va y arriver. Économiquement, c'est ça le sujet. Et derrière, je comprends qu'il y a un prisme business, mais là, à un moment, il faut avoir quand même aussi une analyse géopolitique. Qu'est-ce qui se passe derrière au niveau des alliances ? C'est pas juste la Russie qui est en jeu avec l'Ukraine. On a vu l'infantilisation. On a des pays qui étaient neutres qui, du coup, vont vers l'OTAN. On a des alliances militaires qui sont en train de se préparer sur les 3 blocs. On a la question taïwanaise derrière. Donc c'est pas juste l'Ukraine, oh là là, on va avoir froid et c'est fini. C'est tout derrière un ordre géopolitique qui est derrière. Et si on ne fait rien et que l'Europe est complètement absente en disant oui, mince, on va avoir un petit peu froid, donc du coup on fait rien, ça veut dire quoi demain ? C'est ça la question. C'est un engrenage et c'est pour ça que je réponds à Stéphane que le problème il sera pas réglé en quelques mois. Donc ça va devenir absolument dramatique. Et tu peux pas garder tout le monde à la fois côté entreprise et côté population, parce que ceux qui ont peu de moyens vont quand même souffrir. Donc ça sera l'effet gilet jaune XXL. Et à un moment donné, ignorer qu'il y a un cadre et ne pas pouvoir débattre démocratiquement de comment on ajuste le cadre, comment on ajuste tout ça, moi je trouve ça une semi-démonstration. Jérôme, moi ma question c'est quel prix tu mets devant la défense de nos valeurs ? C'est à peu près ça, parce qu'on sait que... Tu utilisais la métaphore guerrière. On est en guerre. D'ailleurs, ça a été abondamment dit par nos politiques. Et donc quand tu es en guerre, tu passes en économie de guerre. Donc on en est là. Donc il faut qu'on assume ça. Alors il se trouve que la situation est aggravée par l'inconséquence des décisions politiques à long terme qui ont été prises sur notre mix énergétique, nos capacités, etc. Mais enfin, de toute façon, quand tu es au pouvoir, tu affrontes le sujet. Et la population, il faut bien lui expliquer qu'il va falloir qu'on l'affronte, qu'on le veuille ou non, parce qu'on ne va pas résoudre le conflit ukrainien d'un coup de baguette magique, diplomatique ou pas, d'une part. Et deuxièmement, on a en face de nous ce mur énergétique à franchir. Bon. Et donc là, tu te dis, j'ai une pénurie à gérer, ou un risque de pénurie à gérer, appelons-le comme ça, pour pas être trop... Oui, citons RTE, le scénario du pire pour cet hiver n'est pas le plus probable. Mais en même temps, moi je fais la com d'RTE, je dis pas, oh là là, on va tous mourir l'hiver prochain. Non, l'interview était intéressante, c'est dans les Échos, et très intéressante. Bon, et donc, il faut activer, donc on voit des deals européens, Allemagne, France, plus extension à l'Europe du sujet, qui vont nous permettre, j'espère, de surmonter cette crise et d'être plus fort en sortant, parce qu'on aura mieux interconnecté, parce qu'on aura relancé les infrastructures, parce qu'on aura trouvé un mécanisme de tarification qui permet de lister... Arrête d'ouvrir des tiroirs, va au but. Tout ça est vrai. Le sujet, c'est si au cas où il y a pénurie, il va falloir rationner. D'accord ? Et donc, moi, ce qui m'intéresse de mon politique... Non, mais attends, avant de ça, tu es d'accord avec Nicolas en disant on rentre dans une guerre dans laquelle on n'aurait jamais dû rentrer et on s'inflige des douleurs et des sacrifices. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'on n'aurait pas dû guerre dans laquelle il fallait rentrer. Ok, on est d'accord. On doit ensuite... Enfin, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Sur le prêt. Mais derrière, parlons du rationnement. Parlons du rationnement. Et donc, là, moi, j'attendais 100% de la com sur la chasse au gaspillage pour tout le monde, entreprises et particuliers. D'accord ? Et quand tu es en économie de guerre, c'est pas exactement la même chose, parce que là, on n'est pas occupé, on n'est pas en guerre réelle physique, d'accord ? Mais normalement, on fait tourner les usines à plein régime, et c'est la population qui trinque.
D'accord, c'est ça les guerres que nos parents ont vécues en tout cas. Okay, bon, pour l'essentiel. Là, on est en train de nous expliquer qu'on attaque vachement par les entreprises, alors qu'en fait, compte tenu de l'état de nos finances publiques et de la nécessité de faire tourner l'outil productif, on devrait plutôt demander aux ménages de faire un effort. Ça pose un problème social considérable, parce que c'est les plus précaires qui vont souffrir. Et donc, tu as un sujet d'aide ciblée ou de rationnement, ou de qualification du rationnement entre les entreprises et les ménages, pour que ça porte au maximum, enfin, pour que ça pénalise le moins possible le fonctionnement de nos entreprises, donc leur capacité à produire, et donc à faire rentrer des recettes fiscales et ainsi de suite, et pour que les ménages les plus précaires soient mieux protégés. Et le politique devrait être à fond là-dessus, plutôt que de façon incantatoire de dire il va falloir que les entreprises fassent des efforts, de laisser... Incantatoire, t'es sévère, enfin, j'ai l'impression que le truc est sacrément calibré, enfin, moi j'ai pu discuter directement avec un électro-intensif, ils ont été consultés, bien consultés, les plans sont à peu près précis, effectivement ce sera dur, tout ce qui est, tu sais, industrie du verre, etc., qui ne peut pas s'arrêter sera protégé, les télécoms protégés pour que ça ne s'arrête pas. Bon, l'effacement, puisque c'est de ça dont on va parler, il y a beaucoup d'industriels qui le pratiquent, c'est rémunérateur. Voilà, après il va falloir, et ça ce sera la réunion du 9, caper sans doute les prix du gaz, les prix de l'énergie, parce que x10, il y a évidemment les industriels ne savent pas faire. Je te trouve un peu sévère quand tu dis que, alors, tu vois, voilà. Donc tu as une lecture plutôt optimiste de ce qui va nous arriver. Quoi. Non, après les avoir défoncés sur Jean-Bernard Lévy, là, moi, des échos qui me sont remontés, le job est fait et bien fait. Il n'y a pas d'improvisation sur la façon dont ça va se passer cet hiver. Voilà. Déjà, il faut quand même avoir conscience que quand on regarde les autres taux d'inflation au niveau de l'Europe, on est quand même l'un des taux les plus bas. Donc c'est vrai qu'on aime toujours se flageller quand ça ne va pas, mais ça, il faut quand même le dire. Donc les pays baltes, et notamment les pays du Nord, sont dans des situations bien compliquées. Souvent, dans ces pays-là, vous avez des taux et des emprunts à taux variables. Donc vous avez des gens qui ont des remboursements qui ont énormément augmenté, qui sont dans des situations qui sont beaucoup plus précaires que ce que peut connaître la France. Donc ça, il faut déjà quand même le saluer, même s'il y a de l'inflation et même si c'est difficile. Et puis, ce qu'il y a derrière est quand même absolument colossal concernant l'énergie. C'est vraiment la question de la dépendance. Et cette question de dépendance, je le dis, on ne va pas le traiter que sur l'aspect énergétique, ce sera sur l'aspect numérique, ce sera sur l'aspect militaire. Donc c'est ça qui est en jeu derrière. Et c'est vrai que le débat de dire « Ah, on a fait des sanctions économiques, mais à très court terme, on ne voit pas tout de suite les effets », il y a des effets. Peut-être qu'en effet, à très court terme, on s'attendait à avoir, on va dire, des conséquences beaucoup plus importantes. Mais aussi, les propos de Le Maire étaient quand même... mais on n'a pas non plus on n'a pas beaucoup d'informations. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est regarder la propagande de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que c'est ? Quand il parle de nous, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, regardez ces gens qui n'ont pas de valeur et qui donc, de fait, sont prêts à se mettre à genoux pour pouvoir tout de suite acheter sur Amazon ou pour pouvoir continuer à aller au ski ou ce genre de choses. C'est ça qu'il y a derrière. C'est ça sur les valeurs. C'est ça que moins la Chine, mais en tout cas la Russie, a derrière comme valeur en disant ils sont prêts à renoncer à tout pour cet aspect énergétique. Donc c'est beaucoup plus grave que juste les problèmes d'énergie conjoncturelle qu'on va avoir et qui vont être compliqués pour les ménages et les entreprises. C'est vraiment tout un projet de civilisation. Et c'est de dire comme ils veulent la paix pour continuer d'avoir leur mode de vie, eh bien moi j'ai une route toute droite tracée pour faire absolument ce que je veux. Et c'est ça derrière qui est en jeu. Le mot de la fin là-dessus, Nicolas. On ne va pas se mettre d'accord. Hein, non, voilà. Mais je respecte. Hein, donc mot de la fin là-dessus, puis on va marquer une pause. Oui, non, on ne va pas se mettre d'accord. Je pense que ce que tu mentionnais, Anne-Sophie, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage de la guerre. Et je ne suis pas sûr qu'on fasse que défendre... C'est la honte. Ce que disait Anne-Sophie, c'est ça. C'est une question de valeur. C'est la honte. À un moment, il faut que tu te regardes en face quand même. Oui, mais je pense qu'on n'avait pas honte quand on avait, si on refait un tout petit peu d'histoire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le lieu, avec les accords de Minsk, on avait proposé des choses, on avait joué un rôle diplomatique, revenir à ça et trouver une porte de sortie. Il faut que l'autre partie veuille avoir une porte de sortie. Ça n'avait rien à voir. C'était un conflit de faible intensité. C'était le Donbass dans des tranchées. Tu t'attendais pas à des missiles de croisière sur des écoles. Tu comprends, à un moment, c'est arrête. Concrètement, il continue à avancer. Donc on va pas... Non. Visiblement, non. En tous les cas, sur le long de la mer Noire, il continue à avancer. Et puis la prochaine étape, c'est Odessa. C'est plus visiblement, ce que je commence à lire là, c'est que ça y est, ça commence à mordre. 2 semaines. À la base, il devait envahir l'Ukraine en 2 semaines. Ça commence à mordre sur son renouvellement d'armement. Mais on n'est pas expert là-dessus. Mais 2-3 papiers intéressants viennent de sortir là. Sophie, une seconde, on marque elle est encore plus optimiste que moi. Après nous avoir dit que peut-être on était en train de rebâtir la CECA sur la partie accord sur l'énergie. Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1954. On aurait peut-être une Europe du numérique et une Europe de la défense à suivre. Ce serait quand même génial. Ce serait génial. Marque une pause. Tiens, on va parler compte public justement.